Merci à tous les 6. Thank you for all your contributions cet après-midi. On ne va pas faire de pause, si vous le voulez bien, dans la mesure où nous avons les traducteurs simultanés jusqu'à 17h. Si on termine avant, tant mieux, et on fera à ce moment-là une pause au même endroit que ce matin, si vous le voulez bien. Bon, les présentations ont été riches et finalement, le sujet important, à mon avis, qu'on doit regarder par rapport à la question qui nous est posée, celle de l'objectivité, the question related to objectivity, the matter is, when you look at the various regimes from each country, at the end of the day, do we have very different practices? Comme vous avez dit tous les deux, Gilles et Kay, le devoir de l'expert est de présenter des informations qui permettent au juge de prendre la bonne décision. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, bon, j'ai une première question pour Kay. Quel est le rôle du juge? En France, par exemple, ou en Europe continentale, nous avons l'impression que c'est le juge qui est maître du jeu et que c'est pour le juge que nous travaillons. Mais est-ce la réalité? Quel est son rôle dans toute la démarche de l'expertise? J'ai quelques illustrations de ce que je cherche. Est-ce qu'on a la possibilité de l'avis de l'expert à différents moments de son enquête, de son rapport? Deuxième question, quid de la rémunération de l'expert? Est-ce que la rémunération dépend du jugement? Comment est-ce qu'il est rémunéré et de quoi dépend cette rémunération? Et est-ce qu'il y a un impact sur la résolution finale du dossier, de l'affaire? Question suivante. Lorsque le juge finit par avoir deux avis très différents, bon, vous avez dit que pour, par exemple, des évaluations, on peut avoir une appréciation subjective. Un taux d'escompte qui s'applique peut faire l'objet de discussions très, très longues. Quel serait le bon niveau, le bon taux d'escompte? Et on peut arriver à deux avis très divergents de la part de deux experts. Et comment est-ce que le juge va réagir face à ces avis divergents? Quel est le rôle du juge? Bon, je pourrais vous poser d'autres questions, mais je crois qu'il serait intéressant de commencer par ces petites questions, si vous pourriez nous en dire un peu plus. Bon, la première partie, la question, c'est est-ce que la défense peut changer d'expert au cours de la procédure? La réponse est oui. Vous avez une démarche contradictoire et l'interprète s'excuse, mais il y a des interruptions de son. Alors, si vous avez une personne victime d'un accident de la route qui ne peut plus témoigner, évidemment, on accepte un remplacement. Mais si on estime que l'expert n'est pas compétent ou qu'on n'apprécie pas son premier rapport, vous pouvez changer d'expert, mais le rapport du premier expert sera communiqué à la partie adverse. Je crois que c'est très équitable. À mon avis, la mission, à savoir les objectifs, les chefs de mission peuvent être modifiés au cours de la procédure et le juge peut demander un rapport complémentaire sur un domaine différent ou sur un sujet
lié au premier. L'objectif est de permettre à la défense de présenter ses arguments en contradictoire avec des compétences de contradiction, de contre-interrogatoire, mais tout est ouvert et le juge qui voit tout devant le tribunal. Les parties peuvent poursuivre des discussions en privé sans préjuger du résultat et qui ne sont pas communiqués au tribunal. Souvent, il y a 2 niveaux de conversation entre les parties. Un changement d'expert doit faire partie de la procédure ouverte. Ensuite, vous avez demandé si la rémunération dépendait de la réussite. C'est inadmissible. Aucun expert ne peut être impartial, compétent et professionnel s'il a un intérêt dans le résultat, dans le jugement. Alors, la rémunération en fonction de la réussite est interdite. Et s'il y avait une telle pratique, il faudrait que l'expert soit radié de la liste des experts. Ensuite, vous avez posé la question concernant des avis divergents de 2 experts différents. C'est une situation qui se produit très souvent. Les experts ont des missions différentes, ils interprètent les situations de manière différente. Il y a 2 ans, j'avais un associé supérieur de KPMG contre moi dans une affaire commerciale. Nous avions les mêmes écritures comptables, nous avions les mêmes preuves et son évaluation était 30 fois la mienne. On avait fait les calculs en fonction des mêmes faits, mais le juge a pris nos preuves et a étudié les hypothèses sous-jacentes et nous a demandé de refaire nos calculs. Et nos deuxièmes calculs étaient à une différence de 3000. Parce qu'il incombe au juge, pas aux experts comme en Europe. C'est le juge qui regarde l'expert et qui demande pourquoi est-ce que vous avez adopté telle hypothèse, pour quelle hypothèse, pendant combien de temps avez-vous appliqué cette hypothèse, quel est l'impact sur votre évaluation. Alors, vous avez ce rôle d'interrogateur qui est très important et c'est le juge qui demande à l'expert d'apporter l'assistance technique. Dans mes notes, j'anticipe les questions et j'ai cité un exemple où le juge critique des pièces, c'est Palmer et Manchel. Il y a une autre affaire que vous pouvez trouver ces références dans les notes disponibles à la fin de ce séminaire. Et vous allez voir comment le juge fait la distinction entre les différents éléments de preuve. Alors, moi, je dis qu'il faut que ce soit séparé, mais bien sûr, j'ai mes partis pris. Ma question concerne ce que vous avez dit ce matin avec des experts vedettes. C'était pour des questions de cybercrime. Et vous avez critiqué le principe du registre parce que vous n'aurez jamais la possibilité d'inscrire cette personne sur le registre. Et je crois que dans tout pays, même en France, Gilles l'a déjà dit, on peut choisir l'expert en dehors de la liste. La liste n'est pas limitative. Le juge peut nommer toute personne sur la liste ou en dehors de la liste. Et lorsqu'il y a des sapiteurs, des personnes très spécialisées, on peut les prendre n'importe où. Ce que vous n'avez pas cité, c'est les organisations professionnelles. Ici, nous représentons nos organisations professionnelles. Pas forcément professionnelles, mais des organisations ou des institutions. Qu'avez-vous au Royaume-Uni? Quel est le rôle de ces organisations? Oui, je partage votre avis. On ne peut pas avoir un registre qui inclut tout le monde, mais est-ce qu'un tel registre d'experts peut aider le juge à voir les personnes qui auraient un devoir d'objectivité et qui pourraient aider le juge à former son avis? Voilà une question controversée. Bon, excellente question quand même.
celui qui a été reconnu comme expert par le juge était adolescent. C'est lui qui avait hacké l'ordinateur du Pentagone et il a trouvé les missiles russes. Il était brillantissime. Il a tout déconstruit, les pare-feux, toutes les protections. Mais il a maintenant un casier judiciaire. Il n'appartient pas à une association professionnelle et c'est l'instinct qui l'a formé. Il n'a pas fait d'études. Alors, si vous avez une liste d'experts, est-ce que vous choisiriez quelqu'un avec un casier judiciaire? Comment est-ce que vous trouveriez cette personne si vous n'étiez pas avocat dans un système en contradictoire? Et j'aime bien l'idée d'harmoniser la nomenclature et de trouver les meilleurs experts. C'est une excellente idée. Et au moins en Europe, on peut réunir 47 pays avec le Conseil de l'Europe. Mais mon expérience, c'est chacun qui écrit son curriculum vitae. Est-ce qu'on va les contrôler? Si moi je dis que je suis experte en telle matière, est-ce que vous allez le contester? C'est ça le problème des listes ou des registres. Et en plus, ils sont statiques. Je ne pense pas que cet expert loufoque qui était incarcéré et qui était sorti pour témoigner, je ne pense pas qu'on les choisit s'il y avait un système de liste. Mais c'était le meilleur expert au monde. Je crois que le système des experts devrait incorporer tous les éléments. C'est le juge qui décide de la recevabilité de l'expertise. Et le fait qu'il n'y ait pas d'association professionnelle, peu importe, au Royaume-Uni, n'importe qui peut être expert. À titre d'exemple, j'étais arbitre récemment. Et il y avait une ligne de production, c'était une marque de boisson. Et la forme de la bouteille avait été modifiée sur la ligne de production. Et j'avais besoin de voir si la bouteille avait été modifiée. Et on avait un expert qui était quelqu'un qui connaissait les formes des bouteilles sur la ligne de production. C'était un constat qu'elle a fait. Je trouve qu'il serait intéressant de voir ce système. J'ai une question pour Franck concernant les organes professionnels, les associations professionnelles dans les différents pays. Quel serait le rôle de ces conseils ou de ces organes qui représentent les professionnels, les experts? Est-ce utile pour les juges d'avoir un registre d'experts? Serait-il utile? Alors, dans vos différents pays, quelle est la pratique? Bon, aux Pays-Bas, la liste était dans le placard du juge, mais on a découvert que les personnes avaient moins de compétences professionnelles que moi. Et on a décidé notamment pour les affaires en pénal qu'il fallait un organe professionnel. Alors, aux Pays-Bas, c'est le gouvernement qui a créé notre association professionnelle et nous avons les experts pour les affaires pénales. Et LRGD est une association privée qui a été créée pour des affaires administratives et civiles. Nous avons donc ces deux associations avec des registres. On a également tous les collèges professionnels, toutes les associations professionnelles, par exemple de commissaires aux comptes ou de chirurgiens. Les différents corps professionnels font partie de cette liste et les membres de ces groupes. Et à notre avis, c'est un système qui marche. Est-ce que ces organisations proposent des formations à leurs membres? Est-ce qu'il y a un système disciplinaire?
Bon, les deux instituts ont leur règlement et parmi les règles, il faut faire partie d'une association professionnelle. Il faut une formation continue pour connaître le contexte juridique des affaires où vous êtes impliqué. Il est utile de suivre une formation au niveau supérieur afin de devenir expert professionnel. Ces associations ont des comités disciplinaires. On peut soumettre une plainte à l'égard d'un expert judiciaire ou d'un expert privé. Oui, ce sont des associations professionnelles. Voilà. Est-ce que le micro fonctionne? OK. Bon, concernant les formations, comme j'ai dit tout à l'heure, il existe une loi de 2014 en Belgique qui prévoit la création d'une liste d'experts judiciaires, mais comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est un scope très large. Les professions économiques et financières ne représentent, à mon avis, que 10 à 15% des experts inscrits sur cette liste. Les professions les plus nombreuses étant celles liées à la construction, la médecine, etc. Bon, alors il existe informellement une association des experts judiciaires, mais qui n'a pas la même, si je puis dire, légitimité que la compagnie des commissaires aux comptes ou l'ordre des experts comptables. La compagnie des commissaires aux comptes ou l'ordre des experts comptables en Belgique, comme en France et dans d'autres pays, ont une légitimité puisqu'ils ont été. It's not working. Okay. I'm sorry. Bon. Ont une légitimité par le fait qu'ils ont été créés par une disposition légale et qu'ils ont reçu certaines compétences du législateur. Donc évidemment, la compagnie des commissaires aux comptes et l'ordre des experts comptables ont une aura et des possibilités de formation qu'on ne peut pas comparer à une association informelle d'experts judiciaires dont, je répète, la majorité des membres ne sont pas des experts comptables et des commissaires aux comptes. Donc les formations, même pour les matières d'expertise judiciaire, sont généralement données par soit la compagnie des commissaires aux comptes, soit l'ordre des experts comptables, et les confrères qui sont intéressés par ces matières peuvent évidemment suivre ces formations. Voilà, concernant la liste, j'ai déjà dit tout à l'heure que les juges n'étaient pas tenus de choisir un expert qui figure sur la liste, mais ça, je pense que c'est la même chose en France. Voilà, je n'ai pas d'autres commentaires particuliers. Merci. Merci. Okay. Maybe the last question I would like to ask everybody that time is about Parlons de la confidentialité, le secret des affaires. Comment ça fonctionne dans vos différents pays pour avoir accès à ces informations et quand il y a un accès restreint pour des raisons de secret des affaires. Ma question concerne surtout le rôle du juge. Que peut faire le juge dans ce cas? Ça arrive très souvent qu'une partie dise bon, c'est confidentiel, c'est couvert par le secret des affaires. Et ce, même quand il s'agit de donner des informations à son propre expert, sans parler aux experts de la partie adverse. Donc, comment ça fonctionne chez vous? Et deuxièmement, à quel moment dans le processus d'expertise cela arrive? Et deuxièmement, sur ce même sujet, le micro est interrompu. Quel est le résultat pour le juge? Donc la question qui décide et quand, qui tranche de la question du secret des affaires, de la confidentialité? Je vais peut-être commencer. Au niveau belge, c'est exactement la même situation qu'en France. C'est devenu le sujet à la mode. Depuis 5 ans, on a une multiplication de cas où une des parties invoque le secret des affaires. Et donc là, s'il n'y a pas de solution possible entre les parties et que l'expert a besoin de ces informations, on revient devant le juge et c'est le juge qui tranche la question.
la façon en France, si je reprends le Code de procédure civile, l'article 275, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents s'il y a lieu sous astreinte ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. Dans la pratique, effectivement, on est, et Antoine l'a cité tout à l'heure, de plus en plus confronté à cette forme de guérilla qu'il peut y avoir là-dessus. C'est vrai qu'il y a un travail d'échange avec le juge. Dans le secret professionnel, il faut y ajouter le secret professionnel des professions réglementées. Par exemple, dans l'évaluation des entreprises, on aimerait bien avoir un certain nombre d'informations sur les investigations qui ont été faites par les auditeurs. Eh bien, l'auditeur va généralement opposer à l'expert de justice le secret professionnel. Mais peut-être Antoine peut nous préciser un petit peu ce qu'il constate, lui. Non, c'est tout à fait cela. C'est-à-dire, d'abord, effectivement, c'est un sujet qui est de plus en plus évoqué dans le cas des expertises. Et c'est vrai qu'il y a le secret des affaires, mais c'est vrai qu'il y a tous les secrets professionnels, hein, le secret médical, secret d'avocat, secret... Il y a aussi quand même beaucoup de secrets. Et je crois qu'il y a un colloque vendredi sur le sujet, sur le secret, de manière générale, fait par le CNB et la CNCEJ sur ce sujet. Et on a pu voir dans la préparation de cette conférence, puisque j'ai eu la chance d'y participer avec Gilles, que en fait, ça recouvrait énormément de secrets, même certains, j'avoue, avec le secret d'instruction, hein, puisqu'on voit aussi maintenant beaucoup de dossiers où on a la problématique du pénal qui côtoie le civil. Vous savez, où il y a des informations qui ont été perquisitionnées dans un cadre pénal, parfois une expertise pénale. Je parle aussi en matière d'incendie, puisqu'on a souvent ce cas-là, incendie criminel, et il y a une expertise civile, puisque quand ça pose sur une entreprise, il y a une volonté d'indemnisation rapide pour pouvoir reprendre une exploitation, et donc il y a la problématique de l'accès à l'information auquel vont avoir certaines parties accès qui sont à la procédure pénale et qui pourront donc avoir accès au dossier pénal et à certaines informations auxquelles d'autres parties qui ne sont pas parties au procès pénal pourront avoir accès dans le cadre du procès civil. Et donc dans le procès civil n'auront pas accès à ces pièces-là puisqu'elles sont couvertes par le secret d'instruction. Donc le secret est effectivement un sujet qu'on rencontre dans ce cadre-là, dans le cadre du secret des affaires, dans le cadre du secret médical. Quand même, je trouve que l'expert a un rôle. Et il a un rôle pour faire en sorte que les parties trouvent une solution qui soit la plus adaptée. Et l'expert doit amener les parties, l'expert judiciaire, à ce que l'on, d'abord, délimite très précisément ce que va être le secret, quelles sont les pièces sur lesquelles il va y avoir un secret, de manière à ce que ça ne porte pas sur un volume de pièces important, comme je disais tout à l'heure. Et s'il doit y avoir recours au juge, ce soit sur des questions très précises, très limitées. Et si on peut l'éviter, c'est quand même mieux pour tout le monde, parce qu'au tribunal de commerce, ça va relativement vite, parce que le juge du contrôle est assez facilement accessible. Le tribunal judiciaire, on prend 6 mois dans la vue. Hein. Quand on va devant le juge du contrôle, au tribunal judiciaire, on prend 6 mois dans la vue. Donc c'est pas l'intérêt des parties. Ça peut être l'intérêt d'une partie qui n'a pas intérêt à ce que l'expertise aille vite, mais globalement, ce n'est pas l'intérêt des parties, parce que au final, il faut bien voir que les parties, et je parle des entreprises, elles vont aller en expertise judiciaire une fois, elles ne vont pas y aller 2 fois. Quoi. Moi, je vois dans les services juridiques des grandes boîtes, quand je leur parle d'expertise judiciaire, elles me disent « Oh !» Tout de suite, ils ont quand même des expériences douloureuses. En termes financiers, en termes de temps, en termes d'implication du salarié, pour qui il n'a pas d'objectif, hein, lui, quand c'est hors objectif, donc c'est du boulot souvent qu'il a en plus. Il doit motiver ses équipes en interne pour obtenir de l'info, notamment quand c'est des services financiers ou des services techniques, c'est quand même la croix et la bannière dans les grands groupes pour obtenir de l'info et de la remontée d'infos sur des dossiers qui sont nés il y a 1 an ou 2 ans, sur lesquels les dossiers ont été soit provisionnés, donc plus personne n'en a à faire, ou sont budgétés, donc personne n'en a rien à faire non plus. Donc c'est un vrai souci hein, dans les grands groupes. Donc c'est vrai qu'il faut gérer ça. C'est l'intérêt, moi je pense, de tous les participants aux opérations d'expertise, quand même, de faire que les expertises se passent le plus rapidement possible et de mettre en lumière la qualité, quand même, il faut le dire, des rapports qui ont souvent quand même permettent la vérité grâce au principe du contradictoire et permettent d'aller au fond des choses, plus que dans le procès civil sans expertise judiciaire.
Oui, si je peux ajouter un tout petit mot à ce sujet, je pense que ce sujet du secret des affaires, comme d'autres, mais celui-là en particulièrement, justifie, quand c'est possible, le contrat d'essayer, en tout cas entre les parties, d'établir un contrat de procédure, le contrat de procédure dont je parlais, qui est encouragé dans le cadre des chambres de commerciales internationales, mais qui peut tout à fait se mettre en place aussi devant des chambres commerciales non internationales. Alors, évidemment, ça, c'est un peu la panacée, en quelque sorte, mais ça se heurte, bien évidemment, à des situations dans lesquelles il y a au moins une partie qui a tout intérêt, d'un point de vue tactique ou stratégique, de faire durer les choses et, par conséquent, de faire échouer, ou en tout cas de ne pas négocier de bonne foi ce genre de contrat de procédure. Mais enfin, néanmoins, on voit quand même, en particulier dans les chambres commerciales internationales, puisqu'il y a c'est une sorte de procédure qui ressemble finalement à l'arbitrage international, des initiatives qui sont intéressantes et prometteuses. C'est-à-dire, par exemple, oui, un contrat de procédure où il y a une clean team, enfin un nombre réduit Absolument, de professionnels. Oui, un cercle de confidentialité, on délimite les sujets, on peut même envisager que l'accès de l'expert à certaines informations soit limité, ou en tout cas ne concerne que l'expert lui-même et puis 2 ou 3 personnes, pas plus. Enfin, voilà, il y a quand même des choses que l'on peut aménager pour éviter précisément une guerre de tranchées, à condition, encore une fois, qu'il y ait une volonté quand même de part et d'autre de faciliter les choses. Définition, qu'est-ce que le secret des affaires? Et donc, avec la mission de l'expert, le problème que l'on rencontre, c'est que l'expert doit faire une liste des documents et indiquer le nom sur le document que l'on pourrait révéler, mais que l'on ne révèle pas parce que il y a un secret professionnel entre vous et votre client, ou parce que c'est dans l'intérêt national, par exemple, les schémas de construction d'un sous-marin nucléaire. Alors, tout dépend de la manière dont on définit le secret des affaires. Et quand on arrive à échanger une liste des documents et faire la demande d'accès aux documents, eh bien, vous verrez qu'il y a de nombreux documents auxquels l'expert n'a pas accès. Mais il y a également le principe de proportionnalité. Aucun juge au Royaume-Uni n'ordonnera la démonstration de documents qui pourraient avoir un impact négatif commercial pour l'un ou l'autre partie. Donc, mais par exemple, dans un cas médical et qu'une des parties est considérée comme fou, eh bien, ces documents peuvent être rendus disponibles à l'expert, même s'il n'y a pas l'ensemble de l'expertise psychologique, il peut y avoir néanmoins les constatations et les conclusions qui sont diffusées. Donc, le juge peut demander donc une divulgation partielle d'un document pour qu'une opinion puisse être prononcée par l'expert sans donner tout le fond du dossier. Mais cela est évidemment une source de coûts très élevés, et ça, c'est un des outils utilisés par les avocats, utilisés pour éviter que l'on aille regarder de plus près parce que ça coûte trop cher. Malheureusement, les remarques sont faites hors micro. Le juge peut ordonner ce qui lui semble proportionnel, mais évidemment, on peut en faire appel et on peut aller jusqu'à la Cour suprême pour protéger un secret des affaires. Alors, j'imagine que c'est l'expert judiciaire qui doit se poser cette question, parce que quand il travaille avec un client concernant une demande spécifique de dommages et intérêts, par exemple d'un préjudice, et s'il y a de l'information confidentielle concernant
le business plan, etc. S'il n'a pas cette information, alors il ne peut écrire son rapport. Eh bien, il peut produire un rapport en disant voilà ma mission, voilà l'information que j'ai, mais malheureusement, je ne peux vous aider. Je ne peux vous donner un avis parce qu'on ne m'a pas donné accès aux documents pertinents. Alors, le juge pourrait décider de donner accès à cette information? Oui, alors, quand on arrive à la réunion des experts, il arrive que l'on se rende compte qu'il y a certains documents auxquels une partie a eu accès et pas l'autre, et ça crée cette inégalité. Alors, j'aimerais revenir au principe du contradictoire et le contre-interrogatoire. Alors, l'idée, c'est de trouver la vérité et pour ce faire, il faut avoir la bonne information. Et dans notre système continental, nous considérons que le contradictoire est le moyen de faire émerger la vérité. Et donc ça, c'est également un problème notamment pour l'expert et ce qui contribue à la longueur de l'expertise parce que on peut utiliser des techniques dilatoires à tous les moments de l'expertise, le secret des affaires en faisant partie de ces arguments. Alors, dans notre système continental, on se pose la question de l'oralité, c'est-à-dire d'avoir les experts en présence devant le juge et ce qui, dans le système français, est possible d'après notre code, mais qui, en pratique, est rarement fait parce que le juge est déjà trop occupé. Vous avez dit que le juge britannique n'a pas de rôle à jouer dans l'expertise, mais il travaille beaucoup pour préparer les questions en amont. Alors, ma question concerne le contradictoire. Par définition, lorsque l'on est témoin expert pour à une partie, eh bien, il n'y a pas de contradictoire parce que la partie défenderesse va vous donner une réponse et puis vous allez y répondre. Donc, ça, c'est un système qu'on ne connaît pas chez nous. Alors, quand on est nommé, on a une mission, alors on discute avec le client et le conseil de votre client et parfois, ce qu'on vous demande de dire et ce qu'on vous demande de faire ne cadre pas avec l'information qu'on vous donne. Alors, on affine la mission. Ils peuvent également revoir leur mémoire envoyée au tribunal. Ensuite, vous avez les informations, vous faites votre travail d'analyse, vous donnez votre avis et les preuves. L'expert de l'autre côté fait la même chose et ensuite, il faut rencontrer l'expert opposant. Et l'objectif, c'est de réduire l'écart entre vos deux rapports pour qu'il y ait peu de différence entre les deux rapports qui vont être proposés au juge. Alors, ça dépend de la capacité et des compétences de l'autre expert et le fait que les ordres de mission sont correspondants. Parce que quand on arrive jusqu'au contradictoire entre les deux experts, alors il faut écrire une déclaration conjointe avec l'expert. Quand bien même vous pensez qu'il est totalement incompétent, eh bien, néanmoins, il faut que ce soit écrit et que ce soit lu par le juge. Voilà les points sur lesquels on est d'accord, voilà les points sur lesquels on n'est pas d'accord et voici les points sur lesquels les faits fondamentaux laissent encore la place au doute. Et donc, le juge ensuite peut, à la lecture de ce rapport, décider de faire du hot tubbing, c'est-à-dire de réunir les deux experts et le juge les interroge pour leur poser des questions. Pourquoi vous avez dit ci, pourquoi vous avez dit ça? Ça se fait beaucoup en Australie, moins au Royaume-Uni. Je voulais faire le parallèle dans la cross-examination. Dans l'expertise de justice, il y a quand même ce débat qui existe dans la mesure où, quand on regarde le Code de procédure civile, j'ai dit tout à l'heure que l'expert va faire un rapport, mais il doit échanger et notamment faire un pré-rapport qu'il communique auprès des parties.
Et les parties vont apporter la contradiction à l'analyse technique de l'expert de justice. Et quand je dis les parties, les deux parties. Il y en a peut-être plus que deux d'ailleurs. Et l'expert de justice est obligé de répondre, d'expliquer ce qu'il retient, ce qu'il ne retient pas, pourquoi, etc. Je trouve que c'est un élément qui nous rapproche. Et il est obligé de répondre parce que c'est le juge qui, in fine, va trancher et que le juge doit voir à travers ce rapport définitif de l'expert en filigrane les débats techniques qu'il y a pu y avoir. Donc, je ne trouve pas que ce soit trop éloigné. La grande différence, c'est que la cross-examination que Kay adore, elle est orale, c'est un combat de langue, et encore. Et nous, c'est plus un combat de plumes. C'est un combat d'échange, parce que même si l'expert de justice organise des réunions, c'est quand même très souvent à travers les dires des parties que les arguments vont être apportés. Donc, c'est un peu à fleuret moucheté. Mais il peut y avoir de la violence écrite. Alors Gilles, oui, réunion d'expertise, moi j'ai quelques confrères, je peux te dire qu'il peut y avoir beaucoup de violence. Oui. Non, mais oralement, oui. Il y a des vrais combats judiciaires. Et c'est vrai que, je ne sais pas si je l'ai suffisamment exprimé tout à l'heure, le lieu pour moi de l'expertise est un vrai lieu de débat, qu'il n'y a pas devant le débat judiciaire. Nous, quand on va plaider, on plaide d'abord de moins en moins. 9 fois sur 10, on nous demande de déposer le dossier maintenant, et de même pas plaider. Et les magistrats considérant qu'ils ont lu les écritures et que tout va bien. Donc le débat judiciaire existe de moins en moins devant les juges. Au tribunal de commerce, on a de la chance, parce qu'on a notamment juges rapporteurs à Paris ou à Nanterre ou dans les tribunaux limitrophes, des audiences interactives avec des questions, etc. Mais maintenant, au tribunal judiciaire, cour d'appel, pour plaider, c'est la croix et la bannière. Or, dans l'expertise judiciaire, on a un vrai débat. On a le débat écrit au travers des dires et des pièces qui sont communiquées, la demande de l'expert de pièces complémentaires, et puis il y a les réunions d'expertise. Et combien de fois dans les réunions, même en envoyant des dires et des pièces, on se dit, tiens, ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu les choses comme ça. Donc le fait de l'exprimer oralement permet parfois des débats qui sont riches et qui sont vraiment le lieu de la justice, pour moi, véritablement. En plus de cela, la partie a un rôle dans l'expertise judiciaire, pas que l'avocat. L'avocat, dans les plus hautes instances, au tribunal de commerce, au tribunal judiciaire ou la cour d'appel, encore moins, la partie, on ne l'interroge pas, elle n'est pas interrogée. En expertise judiciaire, souvent lui qu'on interroge. Quand vous voulez bien écouter les avocats, mais au bout d'un moment, vous dites, bon, c'est bon, là, ça va, on aimerait bien entendre le technicien pour lui savoir ce qu'il en pense, on aimerait bien l'entendre et l'écouter, ce qui souvent d'ailleurs est dangereux pour l'avocat, surtout quand il a un client trop intelligent. Litigation is war. Voilà. Litigation is war. It is based on the joust. C'est une joute et il faut, c'est une bataille et l'objectif est de battre son contradicteur avec éloquence face à un juge. It is war. It's a woman who say that. C'est de la guerre. Oui, je voudrais revenir juste sur la notion d'objectivité et de garantie d'objectivité et vous donner mon sentiment en tant qu'expert comptable. Donc il est clair déjà que dans ma déontologie de base, nous avons le devoir d'agir avec indépendance et toute l'objectivité. On l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on est expert judiciaire, on est l'expert du juge. On n'est pas l'expert d'une des parties ou des parties. Je pense que là, forcément, on respecte le contradictoire, on pourra garantir l'objectivité. On devra d'ailleurs la garantir. Je pense qu'il en va de même si on est l'expert des deux parties. Parce qu'on ne se voile pas la face, on sait que si on est l'expert des deux parties, ce rapport a d'autres destinations que ces seules deux parties. Mais dès le moment où on est l'expert que d'une partie, et là je rejoins un petit peu ce qui a été dit, bien sûr on va travailler avec toute l'objectivité qui est la nôtre, mais si on n'a pas pu respecter le contradictoire, et si on est l'expert d'une des parties,
Il y a fort à parier qu'on n'a pas entendu écouter l'autre partie. Je pense qu'on ne pourra pas garantir l'objectivité parce qu'on n'aura pas eu l'esprit critique nécessaire. Je suis aussi expert comptable. Si vous avez un seul expert pour deux, les mêmes preuves, un expert objectif, et sur la base des faits. Alors, ce sont les avocats qui utilisent cette arme, mais qui est neutre, qui est toujours juste objectif. Mais vous savez que nous avons des façons de penser différentes. Nous utilisons des normes européennes, des normes comptables européennes, britanniques, etc. Mais votre interprétation sera différente de la mienne. Nous sommes des personnes, nous sommes objectifs, mais nous sommes des sujets. Lorsque vous êtes expert des deux parties, vous devez être impartial. Mais il y a subjectivité dans les hypothèses. C'est neutre entre les parties. Ce n'est pas la même chose qu'un expert judiciaire. Vous êtes neutre entre les parties, mais vous avez vos hypothèses. Mais votre avis est par définition objectif. Mais si vous êtes au milieu des deux parties, vous pouvez être neutre dans la mesure où vous êtes impartial. Vous allez essayer de réfléchir pour les deux, pas pour une partie. Alors, je pense en termes d'un problème qui m'est présenté, une mission qui m'est confiée. Je ne pense pas au parti, je pense à la mission. Et on espère évidemment être objectif. Il appartient au juge d'en décider. Okay. J'ai une question aussi. En Belgique, dans notre mission, on essaye de tenter de concilier les parties. Et je voulais savoir si dans les missions, dans les autres pays, c'était le cas aussi. Ça faisait partie de la mission de l'expert judiciaire. Je vais vous répondre par l'article 240 du Code de procédure civile en France. Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties. On ne peut pas. On a pu à une époque, on ne peut plus. Et on a éliminé l'aspect expertise administrative. Dans l'expertise administrative, on peut envisager cela. Mais dans l'expertise civile, on ne peut pas. Ça ne veut pas dire qu'à l'issue, par exemple, de l'émission d'un pré-rapport, avec l'aide de leur conseil avocat, les parties ne se concilient pas. Mais c'est les avocats qui vont faire le travail plus que l'expert, me semble-t-il. Oui, en fait, ce n'est pas possible pour une simple et bonne raison que la conciliation, c'est confidentiel. Pour qu'elle aboutisse, c'est la confidentialité. Une bonne conciliation, si elle n'est pas confidentielle, elle ne peut pas aboutir. Il faut qu'une partie puisse dire à son médiateur ou son conciliateur « voilà l'avancée que je suis prêt à faire ». À partir du moment où vous dites ça, après, comment voulez-vous être expert et rendre un rapport une fois que vous avez su qu'une des parties finalement acceptait de faire un pas plus important que celui qu'il a bien voulu reconnaître dans le cadre de sa défense, dans le cadre de l'expertise. Donc c'est antinomique en fait, c'est pas possible, on ne peut pas concilier les deux. Soit on est conciliateur et on a toute la conciliation qui va avec, la confidentialité, le fait de pouvoir échanger avec une seule partie et pas les deux, de ne pas avoir de contradictoire. Il y a plein de règles qui s'appliquent pour la conciliation et la médiation qui ne peuvent pas s'appliquer dans l'expertise judiciaire. C'est totalement antinomique, où le principe du contradictoire soit s'applique. Alors que l'expert puisse à un moment dire aux parties, moi je sais qu'il y avait un expert, en informatique, il avait l'habitude de dire, voilà, je vais prendre un café, discuter, j'espère que vous allez vous mettre d'accord, sinon ça va mal se passer. Et il partait, il revenait, il dit, vous êtes mis d'accord, je peux vous aider. Bon, ok, c'est un jeu, mais c'est, voilà, à mon avis, c'est pas possible. Alors, il y a une raison, Gilles l'a dit tout à l'heure, historiquement, dans la législation française, il y a eu une époque où l'expert pouvait concilier les parties. Et en fait, ça aboutissait à une dérive, une espèce de confusion dans la tête de l'expert, parce que très rapidement, il basculait sur l'idée, discuter, alors qu'en fait, on demande à un technicien de donner un avis technique et de rechercher des éléments objectifs. Et donc, pousser à une négociation, il faut au moins avoir fait ce travail technique pour soi-même, en tant qu'expert, avoir une opinion pour pouvoir donner aux parties de quoi
transgiser et trouver un accord. Et donc cette confusion des genres, le législateur a considéré qu'il fallait y mettre un terme parce qu'il n'y avait plus d'expertise technique, il y avait des tentatives de discussion sur des approximations plus que la recherche d'éléments objectifs. Voilà, c'est ça la raison. Mais on se réinterroge aujourd'hui parce que la médiation prend de l'ampleur, les modes alternatifs de règlement des différends prennent de l'ampleur, mais à ce moment-là, c'est un tiers médiateur qui vient à un certain moment de l'expertise intervenir et jouer un rôle pour rapprocher les points de vue des parties s'il l'estime utile. Voilà, parce que des experts, moi je suis médiateur, d'autres ici sont médiateurs, ça peut être une pratique, mais pas sur le même dossier. Voilà. Si je puis me permettre, je reviens sur le propos de ma collaboratrice. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve, ce débat-là, parce qu'en Belgique, c'est vraiment une obligation pour nous de tenter d'arriver à une conciliation en tant qu'expert judiciaire. Donc c'est même le jugement le rappelle, mais le code judiciaire le dit, même si le juge oublie de le rappeler. Donc nous avons vraiment une obligation de tenter la conciliation entre les parties. Alors, comment ça se fait? Je vous céderai la parole, monsieur, mais comment ça se fait, je vais dire techniquement? Il est évident que toute la discussion dans le cadre de la conciliation, nous lui conférons un caractère tout à fait confidentiel, mais que si nous aboutissons à une conciliation, nous avertissons simplement le juge qui nous a désigné que nous sommes arrivés à une conciliation qui aboutit par exemple à un montant, je ne sais pas, de 500 000 €, sans évidemment révéler quoi que ce soit au niveau des moyens par lesquels on est arrivé à cette conciliation. Alors, nous ne dressons évidemment aucun procès-verbal de ces discussions qui ont lieu dans le cadre du secret, j'ai envie de dire, du cabinet de l'expert judiciaire. Donc c'est vraiment une très grande différence. Et nous venons d'ailleurs de vivre, on est toujours un peu en train de vivre un litige où nous sommes, mais là nous sommes experts de justice, mais deux parties, je vais dire, nous ne sommes pas experts judiciaires, dans un dossier financier bancaire, où finalement, comment dirais-je, l'expert judiciaire est désigné par le tribunal de Paris, mais la plupart des éléments se situent en Belgique, et on est très ennuyé à cause de cette divergence entre les deux législations belge et française, parce que nous avions le sentiment depuis longtemps qu'une transaction était possible, mais à juste titre, en fonction de ce que vous venez de nous dire, l'expert judiciaire parisien, moi c'est pas mon rôle, je ne peux pas tenter la conciliation. Et maintenant, finalement, le dossier a été un peu botté en touche, et il y a une négociation qui a lieu uniquement sous la confidentialité des nombreux cabinets d'avocats, d'ailleurs, qui interviennent dans ce dossier-là. Donc c'est vraiment c'est un élément très important, et je terminerai en disant un point qui parfois, moi, vraiment m'ennuie, c'est qu'il arrive très fréquemment que l'expertise judiciaire dont nous sommes chargés, finalement, ne porte que sur un point d'un litige plus large entre les parties. Et donc les choses peuvent aller très loin, puisque nous arrivons, par exemple, dans une réunion de conciliation où nous proposons, sur le point de la mission qui nous a été confiée, une conciliation, et les avocats nous demandent, mais attendez, il y a 2 ou 3 points plus larges, par exemple, un problème de dégâts matériels qui n'a pas encore été réglé, et les avocats des parties nous disent où il y a une conciliation sur l'ensemble du litige, où il n'y a pas de conciliation du tout. Et là, je trouve qu'on sort un peu de notre rôle d'expert technique, puisqu'on va acter un accord qui dépasse même les limites de notre mission. Mais sous le contrôle de mes confrères belges, c'est comme ça que les choses se passent en Belgique. Je crois que c'est important de le souligner. Je ne sais pas si la salle a d'autres questions. Non. Moi, j'avais une ultime question. I have an ultimate question, which from all we have listened today, from different practices and depending on the countries, what suggestions would you make to improve your own system from what you have listened système. from the others? Après avoir entendu les systèmes des autres, nous sommes tous ouverts d'esprit et il est très utile d'apprendre les uns des autres comme nous l'avons fait aujourd'hui, et l'ambition
de cette association est de faire exactement cela. Mais je voudrais faire un tour de table rapide. S'il y a une ou deux idées clés, quelle serait l'amélioration que vous pouvez trouver chez les autres pour améliorer votre système? Moi, je voudrais dire qu'il faut renforcer l'oralité devant le juge. Comme dans ma présentation, je l'ai dit, il faudrait mettre l'accent sur la phase pré-contentieuse pour mieux comprendre la portée du problème, les informations recueillies, les informations présentées au tribunal pour avoir des informations les plus complètes possibles. Moi, j'aimerais que le juge soit impliqué le plus tôt possible et que ce soit suspendu au moment de la phase ultérieure pour que les documents ne soient pas dissimulés aux experts. Je suis tout à fait en faveur, comme je crois l'avoir laissé entendre, en faveur de l'audition des experts, parce que c'est une phase absolument indispensable et qui permet justement aux experts, me semble-t-il, c'est le cas d'ailleurs en Angleterre ou au Royaume-Uni, de concevoir que dès le départ, en fait, quand ils reçoivent une mission, que ce soit expert de parti ou expert de justice, que précisément il y aura un jour un débat oral et ça peut, me semble-t-il, influer très favorablement sur les diligences et le soin qu'ils apporteront à leurs diligences d'experts dans la phase écrite. Oui, moi, je partage l'avis de Philippe. C'est vrai que l'exemple belge où les auditions, j'ai entendu 80% des expertises, l'expert belge vient s'exprimer devant le tribunal. Chez nous, c'est jamais le cas, quoi. Moi, ça m'est jamais arrivé qu'un expert vienne oralement présenter son rapport. Je trouve que c'est quand même quelque chose, et ça remettrait de l'oralité au débat judiciaire et aux plaidoiries qui, à mon avis, aurait un certain intérêt dans un certain nombre de cas. Chaque fois que je l'ai demandé, ça m'est arrivé quelquefois de le demander, le juge ne veut pas. Et c'est vrai que même l'audition des parties elle-même par un tribunal, c'est très compliqué, alors que c'est prévu par le code, mais très compliqué de faire en sorte. Alors, le tribunal de commerce, oui, parce qu'on est dans ce petit cabinet où souvent les parties peuvent intervenir, mais dans les tribunaux judiciaires, c'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait ce retrait, et c'est vrai que ce serait une très bonne chose. Après, moi, c'est le vœu. Alors, je sais que c'est hors thème d'aujourd'hui, mais c'est l'expertise pénale. De faire que l'expertise pénale soit contradictoire, ça, ce serait quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est un vœu que je peux formuler. C'est que dans les évolutions, on n'est pas sur le pénal, mais ça donne une ouverture pour la suite. C'est l'expertise pénale contradictoire. Et les experts aimeraient bien revenir sur le pénal qu'ils ont un peu déserté avec les commis du juge maintenant qui font l'essentiel du travail. Absolument. Les experts intervenant comme experts de partie. Absolument. OK. Écoutez, they have been an excellent panel. I would like to congratulate and to thank them. Or maybe we could tap them. And to congratulate the chair. Okay, thank you, every of you, for this outstanding debate. Thank you for this. Merci Olivier, tu as mené ça de main de maître, et merci à toutes celles et ceux qui sont restés avec nous jusqu'au bout, tant dans la salle qu'à l'extérieur. On espère vous voir prochainement, notamment dans le cadre des travaux de Find an Expert 2. Vous avez entendu Béatrice Deshaies qui justement a évoqué ce projet et pour lequel il est extrêmement important, en particulier dans les pays tests dont la France et la Belgique font partie, justement de se préoccuper de ces questions de nomenclature. Vous êtes bienvenus pour participer à ces travaux. Et non seulement, je dirais, vous êtes bienvenus pour y participer, mais on a l'Europe qu'on mérite. Donc, si vous voulez que vos rêves se réalisent, la première chose à faire, c'est d'essayer d'y participer, bien entendu.
Et je voulais dire, dans la qualité des échanges, ce qui est très important, ce qu'on voit dans l'Europe, c'est que l'Europe, souvent, a ce côté frustrant, c'est qu'on espère qu'elle va uniformiser les choses, mais l'Europe ne peut donner que les moyens qu'on lui donne. L'Europe doit appliquer ce principe de subsidiarité. Donc, on ne peut pas attendre de miracle de l'Europe, si ce n'est que l'Europe peut diffuser les bonnes pratiques, et elle a des outils pour ça, notamment parmi les outils, le fameux portail e-justice, qui a quand même ce rôle majeur, et qui laisse précisément une grande place pour s'exprimer à travers des projets comme Find an Expert. Donc, on vous remercie pour ces idées aujourd'hui, et vraiment, on voudrait vous encourager toutes et tous à participer à ces projets qui sont faits dans l'intérêt collectif de tous les acteurs de l'expertise, juges, avocats, experts et bien entendu les parties. Voilà, merci à toutes et à tous. Bonne fin d'après-midi, bon retour.